riches qu'investir dans l'adaptation, c'est un investissement pour tout le monde, que ce n'est pas de l'aide. Je ne pense pas qu'il faut convaincre les pays, car les données, les chiffres existent déjà, les données scientifiques, notamment si l'on investit dans la résilience, dans l'adaptation, il y aura moins de flux migratoires, il y aura plus de prospérité économique. Les personnes pourront vivre dans la dignité, protéger leurs moyens de subsistance. Donc, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Et les preuves abondent en ce sens. Je pense qu'il faut donc investir davantage dans l'adaptation, mais également dans la résilience. Si l'on investit dans l'atténuation pour baisser les émissions et l'adaptation, eh bien, on voit qu'il faut trouver un équilibre entre ces aspects. Donc, il faut des fonds pour l'atténuation, l'adaptation, la résilience. Les mécanismes existent déjà, mais ils ne sont pas assez mis en œuvre et la volonté politique fait défaut. La secrétaire générale est en bonne posture pour changer les choses, pour que l'action climatique devienne une réalité, en particulier parce que les pays sont tous touchés, en particulier les pays les plus vulnérables. Monsieur Sall, une question d'un représentant d'un État membre. Bonjour, je suis l'ambassadeur Tonga Mushavena, représentant permanent de la République du Zimbabwe auprès des Nations Unies. Ma question est la suivante. Quelles initiatives metteriez-vous en place pour garantir une réforme profonde de l'architecture financière internationale, notamment pour lutter contre le surendettement et pour donner corps à l'engagement de Séville afin que le Sud global ait accès à des fonds pour le développement à des conditions favorables et justes. Monsieur l'ambassadeur du Zimbabwe, je l'ai dit tantôt, une concertation globale sera engagée pour réformer l'architecture financière internationale. On voit tous le poids de la dette. Et ce poids de la dette pour les pays en développement est moins relatif, est moins dû à l'ampleur de la dette qu'aux conditions de la dette. C'est-à-dire que les pays en développement, malheureusement, s'endettent 5 fois, voire 8 fois plus cher que les pays développés. Et cela est dû aux mécanismes qui sont en place. D'abord, les mécanismes de garantie et de primes de risque par rapport aux pays en développement. Donc, cette concertation devra aussi impliquer les agences de notation qui doivent travailler de concert avec les États membres, avec les AFI, pour que nous définissions un cadre approprié pour un accès équitable aux conditions financières. On le sait, le financement public ne répond plus aux attentes, surtout qu'il a baissé drastiquement. Il faut donc associer le financement privé, mais mitiger le risque, parce que c'est là la limite du financement privé, et faire en sorte que les pays, par l'investissement privé, par le partenariat, puissent davantage commercer, et c'est dans l'intérêt de tous les États membres. Thank you. And now... Merci, Michel Bachelet. Une question d'une organisation de la société civile. Bonjour, je m'appelle Rosario de Escavito, je représente une ONG. Ma question est la suivante. Dans un contexte où les droits humains sont de plus en plus remis en cause, comment le pilier des droits humains recevra la priorité lors de votre mandat? Comment l'ONU veillera-t-elle à ce que les fonds pour les droits humains s'intègrent dans la riposte humanitaire, notamment avec le commissaire aux droits de l'homme? En tant que secrétaire général, je devrais répondre à toutes les inquiétudes légitimes quant à l'efficacité et l'efficience de l'ONU. En tant que commissaire aux droits de l'homme, j'ai vu que les droits humains sont essentiels tout d'abord afin de prévenir les conflits, mais également afin de consolider la paix, mais également, je dirais, pour le développement. Et en tant que secrétaire général, je n'hésiterai pas à parler haut et fort, empreinte de responsabilité et de sagesse. On peut toujours
contribuer à prendre des mesures efficaces pour mettre un terme aux violences. Mais je vais essayer de démontrer à toutes les personnes concernées que les droits humains sont essentiels à la paix internationale et également au développement durable. Je veillerai à une coordination plus étroite entre les différentes agences, les fonds et les programmes qui mènent une action en faveur des droits humains sur le terrain. Ce qu'il faut, c'est éviter les coupes budgétaires pour des entités qui connaissent un sous-financement chronique et dont les ressources humaines ne représentent pas une grande partie du budget. Je pense que c'est à peu près 3 ou 4 du budget du haut-commissaire aux droits de l'homme. Et j'essaierai d'obtenir des contributions volontaires auprès des dirigeants pour que les droits humains demeurent un pilier incontournable. Merci, Madame Bachelet. Dernière question à présent. Nous, les peuples des Nations Unies, donc les premiers mots de la charte. Quelle est, selon vous, la plus grande menace pour les peuples? Madame Caroline Rodriguez-Burquet, je dirais que c'est la menace qui pèse sur le multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est notre garantie de sécurité, de protection de par le monde. Il faut donc préserver le multilatéralisme à tout prix. Je sais pertinemment bien que le grand public se demande comment le multilatéralisme sert les populations, comment œuvre-t-il à prévenir ou à régler les conflits, à apporter le développement. Mais je pense également que nous avons une responsabilité importante et en tant que secrétaire général, je le ferai. Il faut donc expliquer aux populations l'importance du multilatéralisme et de l'ONU. La génération de l'après-deuxième guerre mondiale n'est plus là. Et l'histoire souvent se reproduit si on n'en tire pas les enseignements, si l'on ne communique pas. Mais je pense que communiquer davantage sur le travail de l'ONU, c'est mieux si cela s'accompagne d'actions. D'actions pour changer la donne sur le terrain, pour que le développement s'implante sur le terrain. Voilà ce que je ferai en tant que secrétaire général. Expliquer pourquoi l'ONU existe, pourquoi le multilatéralisme compte, mais également quelles mesures sont prises par l'ONU pour relever les grands défis de l'heure. Monsieur Sall, même question. Si nous voulons représenter dignement les peuples et répondre à la promesse de la Charte, nous devons revenir aux fondamentaux de l'organisation, la paix, la sécurité, le développement, les droits humains. Agir efficacement sur ces leviers permet de donner une réponse appropriée à la jeunesse du monde. Je rappelle aujourd'hui, on a près de 4 milliards de jeunes pour lesquels il faut trouver une éducation, une formation, un emploi. Il faut surtout défendre les femmes dans leurs droits, les jeunes filles dans leur éducation et dans leur statut. Donc, travailler de concert avec l'ensemble des États membres autour de ces priorités doit permettre, à l'issue des prochaines 5 années, de voir que l'ONU est revenue au centre du jeu mondial dans le cadre d'un multilatéralisme rénové au service de l'ensemble des États membres. Mr. Grossi. Monsieur Grossi. La principale menace